Pourquoi la majorité reste pauvre? Le conditionnement invisible. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'en sortir, construisent un patrimoine solide, tandis que d'autres travaillent sans relâche toute leur vie, sans jamais vraiment avancer. La vérité, c'est que tout commence bien avant le premier salaire, bien avant la première facture, bien avant même qu'on comprenne le sens du mot argent. Tout commence dans ce qu'on nous a appris. Depuis l'enfance, on nous répète les mêmes phrases. Travaille dur. Sois raisonnable. Évite les risques. Assure-toi d'avoir un bon métier. Et on finit par croire que la seule voie possible, c'est faire des études. Trouver un CDI. Travailler 40 ans. Épargner ce qu'on peut. Espérer que la retraite suffira. Le problème, c'est que ce modèle, jadis sécurisé, ne fonctionne plus. Aujourd'hui, en France, une personne à salaire moyen met environ 17 ans pour épargner l'équivalent d'un simple apport immobilier classique. Pendant ce temps, d'autres réussissent à bâtir des patrimoines qui dépassent 400 000 € bien avant 40 ans. Et ce n'est pas qu'une question d'intelligence, ni même de chance. C'est une question de façon de penser. Ce que les familles aisées transmettent à leurs enfants, sans même parfois s'en rendre compte, ce ne sont pas les mêmes idées que celles qu'on entend dans les foyers modestes. Dans certains milieux, on parle d'investissement dès l'adolescence. Dans d'autres, on parle des factures à payer, du stress du mois prochain, de faire attention. Résultat. Les uns apprennent à créer de la valeur. Les autres apprennent à survivre. Et ce conditionnement-là forge notre rapport à l'argent, nos décisions, et nos limites mentales. Il explique pourquoi deux personnes avec le même salaire peuvent avoir des destins financiers totalement opposés. La majorité des gens ne manquent ni de discipline, ni de volonté. Ils manquent d'informations, de modèles, et surtout, d'une compréhension claire de ce qui enrichit réellement. C'est ce qu'on va explorer dans la suite. On a tous déjà observé cette injustice silencieuse, certaines personnes semblent s'extraire de la précarité comme si elles avaient trouvé une sortie cachée, pendant que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais respirer. La vérité, c'est que dès l'enfance, on nous apprend surtout à être de bons exécutants. On nous pousse à décrocher un diplôme, trouver un emploi stable, et rester dans une zone sécurisée. Résultat, énormément de gens passent 40 ans à travailler dur, sans jamais construire quoi que ce soit qui leur appartient vraiment. Et ce n'est pas une question d'intelligence ou de motivation. C'est une question de programmation. Dans certains milieux, on parle d'investissement très tôt. Une famille discute d'idées de petits projets, revendre des objets, créer une micro-entreprise, lancer un service simple. On valorise les compétences, apprendre un logiciel, suivre une formation, tester des choses. Quand l'enfant reçoit de l'argent, on lui demande « Tu veux le dépenser ou le faire grandir ?» On parle d'opportunité, de création, de prise d'initiative. Résultat. Ces jeunes ne voient pas l'argent comme une source d'angoisse, mais comme un outil. Ils comprennent tôt comment le multiplier. Dans d'autres milieux, le discours tourne autour des contraintes. On répète « Garde ton CDI, c'est ce qui compte, même si le job épuise. » L'argent sert juste à tenir jusqu'à la fin du mois. Les discussions tournent autour des factures, du prix de l'essence, ou de ce qu'on ne peut pas se permettre. Les parents disent souvent « On n'est pas des gens riches, faut faire attention, c'est comme ça. » Personne ne parle d'investissement, car personne n'a été exposé à ces notions. Résultat. On apprend à survivre, à éviter les erreurs, mais pas à créer de la valeur. Le cadre mental devient étroit, presque verrouillé. Et c'est là que tout se joue. Deux personnes gagnent 1800 €. L'une sait que 50 ou 100 € placés régulièrement peuvent changer une vie en quelques années. L'autre n'a jamais entendu ça. Il fait de son mieux, mais il ne voit aucune porte de sortie. Ce n'est pas la discipline qui manque. Ce n'est pas la volonté. C'est simplement l'accès à l'information et l'idée que c'est possible. 2. Les croyances qui sabotent votre enrichissement. Beaucoup se disent « Si je veux gagner plus, je dois travailler plus. » Mais cette idée est l'un des pièges les plus destructeurs. Prenons un exemple très terre à accent grave terre. Deux personnes touchent exactement le même revenu, 1500 € par mois. La première, découragée, se dit que
De toute façon, on ne peut rien faire avec ça. Elle subit chaque fin de mois, pense en mode survie, et n'imagine même pas qu'une marge de manœuvre puisse exister. La seconde adopte une logique différente. Elle décide de mettre de côté 100 € par mois. Pas pour économiser, au sens classique, mais pour transformer cet argent, l'investir dans une petite compétence monétisable, une micro-activité, un outil, un premier placement, bref, quelque chose qui peut générer un retour. Sur 10 ans, cette simple discipline crée un écart gigantesque. La première personne reste exactement au même point, même salaire, même stress, aucune création de valeur. De l'autre, la personne qui a investi régulièrement se retrouve avec plusieurs milliers d'euros qui ont travaillé, progressé, grossi. Peut-être qu'elle a financé le lancement d'un petit service, acheté son premier matériel pour facturer une prestation, investi dans une formation qui lui rapporte ensuite chaque mois, parfois même, cela devient son premier vrai actif, quelque chose qui rapporte de l'argent sans exiger plus de temps. Rien de magique là-dedans. Juste une succession de choix minuscules, répétés encore et encore. Et c'est là que tout se joue, même avec un petit revenu, l'attitude face à l'argent finit par créer deux trajectoires complètement opposées. La véritable fracture entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui stagnent ne vient pas du talent, ni même du travail acharné. Elle vient surtout d'une compréhension très concrète, la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. Dit comme ça, c'est presque trop simple, mais c'est justement cette simplicité qui change tout. Prenons un exemple banal, acheter une voiture à crédit. Chaque mois, elle vous coûte mensualité, assurance, carburant, entretien. Elle perd de la valeur, elle ne produit aucun revenu. C'est un passif pur. Exemple concret, une voiture achetée à crédit. Supposons. Une voiture achetée pour environ 20 000 €, prix courant pour une voiture en moyenne. Crédit auto sur 5 ans. Une simulation, typique, pourrait donner. Mensualité de crédit, entre 160 à 200 € au mois. Assurance, 45 à 55 € au mois. Carburant, 100 € au mois. Entretien plus imprévu, 50 € au mois, selon l'âge du véhicule, fréquence d'utilisation. Stationnement et autres coûts variables, parking, péage, etc., ajoutez potentiellement 30 à 50 €. Au total, dans cet exemple réaliste, on arrive à 4 cents à 5 cents € au mois. Et ce que ces chiffres ne montrent pas, c'est la perte de valeur. Un autre coût caché et souvent oublié, la dépréciation. Une voiture perd de la valeur dès qu'elle sort du concessionnaire, et chaque année d'usage sa valeur baisse. Contrairement à un actif qui rapporte, cette perte ne génère aucun revenu, c'est simplement un coût passif. Même si c'est plus difficile à chiffrer précisément, il faut considérer la décote comme un élément non négligeable du coût total de possession. Ce que cela confirme vis-à-vis de ta pensée d'actif vs passif. Ces chiffres confirment que pour beaucoup de foyers, une voiture n'est pas un actif, c'est un passif, un poste de dépense régulier, lourd, souvent sous-estimé. Chaque mois, c'est de l'argent qui part, crédit, carburant, assurance, entretien, parking, mais rien ne revient. Au contraire, la valeur du véhicule s'érode. Si l'on considère le coût annuel, 4 cents à 5 cents € au mois, c'est 4 800 à 6 000 € par an, c'est significatif non? Maintenant, comparez avec un petit investissement immobilier accessible. Une place de parking achetée 12 000 €, qui se loue 80 € par mois. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est un actif. Chaque mois, elle génère plus qu'elle ne coûte, elle rembourse son propre achat, et sur la durée, elle crée un excédent. Et surtout, elle construit une habitude, celle de posséder des choses qui travaillent à votre place. C'est là que la différence se creuse entre riches et pauvres. Pas dans la quantité d'efforts fournis, beaucoup de gens en difficulté travaillent plus que ceux qui sont à l'aise financièrement. La différence, c'est le type d'effort. Certains consacrent toute leur énergie à maintenir la tête hors de l'eau, payer les factures, gérer les urgences, courir après le mois suivant. D'autres utilisent une partie de cette énergie pour bâtir des actifs, même petits, mais qui créent un effet boule de neige. Un actif, même modeste, a un pouvoir disproportionné. Il libère du temps,
de l'espace mental et de nouvelles possibilités. Un passif, lui, enchaîne. C'est l'un des rares choix de vie qui produit mécaniquement des conséquences visibles sur 5, 10 ou 20 ans. Au final, ce qui transforme une vie, ce n'est pas la quantité de travail, c'est l'endroit où vous décidez d'investir votre travail. Construire des actifs, c'est accepter de décaler la récompense à plus tard. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Accumuler des passifs, c'est privilégier le confort immédiat au détriment du futur. Et c'est là que la bascule se fait. Plus tu t'enfermes dans le confort immédiat, plus ton futur se rétrécit. Moins tu peux investir, moins tu peux créer d'actifs, moins tu peux t'offrir un vrai confort durable. Et c'est dans cette petite différence de choix que se créent les grandes différences de destin. 4. La course effrénée et le cadran du cash flow. Beaucoup courent sans arrêt, mais dans le mauvais couloir. On échange du temps contre un salaire, puis ce salaire part en charge, en crédit, en imprévu, et hop, il reste juste de quoi tenir jusqu'au mois suivant. Par exemple, le cycle du « métro-boulot-dodo » sans perspective. Tu te lèves tôt, tu fais 1 heure de trajet, tu bosses 8 heures, tu rentres crevé. Le salaire tombe, puis repart aussitôt, loyer, essence, assurance, course. À la fin, il reste juste assez pour tenir mais pas assez pour avancer. Et tu recommences le mois suivant, sans jamais construire quelque chose qui t'appartient vraiment. Le salarié qui augmente, mais ne s'enrichit pas. Tu décroches une augmentation de 200 €. Super, jusqu'à ce que ta taxe d'habitation, ton assurance auto ou ton forfait téléphonique augmente aussi. Résultat, plus de revenus, mais pas plus de liberté. Tu pédales juste un peu plus vite dans la roue. Le couple qui travaille dur, mais s'en sort à peine mieux. 2 salaires, mais aussi 2 voitures, 2 abonnements, une maison plus grande donc un crédit plus lourd. À la fin, les comptes sont aussi justes qu'avec un salaire, mais le niveau de stress a doublé. Il travaille davantage, mais avance à peine. Celui qui pense que gagner plus résoudra tout. Il prend des heures sup, un second job, parfois même des missions le week-end. Plus de fatigue, plus de revenus, mais les dépenses suivent mécaniquement, nouvelles sorties, nouveaux gadgets, plus de confort. Au final, rien n'a vraiment changé. La personne qui rêve d'investir, mais n'a jamais assez. Elle repousse toujours le moment de franchir le pas, quand j'aurai un peu d'épargne, quand j'aurai fini ce crédit, quand j'aurai une meilleure situation. Et les années passent, sans qu'elle sorte une seule fois du couloir. C'est ce que Robert Kiyosaki appelle la rat race, autrement dit, la course des rats. De l'autre côté, ceux qui s'en sortent passent dans un autre cadran, celui où l'argent continue de travailler même quand eux se reposent. Un entrepreneur, par exemple, qui monte une petite activité rentable, peut créer en 3 ans ce qu'un salarié mettrait 20 ans à économiser. Pas parce qu'il travaille plus fort, mais parce qu'il travaille autrement. Voici quelques exemples. Investisseur immobilier, quelqu'un achète un petit appartement qu'il loue. En quelques années, le loyer rembourse le crédit et génère un surplus, alors qu'un salarié mettrait des décennies à accumuler la même somme juste en économisant. Créateur de contenu digital, un vidéaste ou un podcasteur qui monétise ses créations peut toucher des revenus passifs grâce aux abonnements ou à la publicité, même lorsqu'il ne produit rien de nouveau, alors qu'un travailleur classique doit continuer à présenter sa facture chaque mois. Propriétaire de business automatisé, un commerçant qui met en place un e-shop avec des processus automatisés continue à vendre 24h/24 sans être présent physiquement, ce qui multiplie ses revenus par rapport à un salaire fixe. Investisseur en bourse, quelqu'un qui achète des actions ou des fonds à dividendes voit son argent croître et générer de nouveaux revenus sans intervention quotidienne, tandis qu'un salarié doit attendre son salaire pour accumuler. 5. Les étapes concrètes pour sortir de la pauvreté. Le plus étonnant, c'est que sortir de cette spirale n'exige pas forcément beaucoup d'argent. Ça commence par 3 gestes très simples. Identifier ses dépenses inutiles, on trouve presque toujours entre 50 et 150 € par mois qui partent dans le vide. Abonnements oubliés, services de streaming quand on ne regarde plus vraiment mais que le prélèvement tourne toujours, applications mobiles avec service premium, magazines, qu'on n'utilise presque jamais mais qui continuent d'être prélevés. Appelle ton assurance tous les ans pour renégocier tes tarifs, sois attentif aux offres que proposent les opérateurs de téléphone pour ton forfait mobile,
Ils ont souvent des offres à durée limitée, n'hésite pas à changer d'opérateur de temps en temps pour profiter d'un meilleur tarif car maintenant, les réseaux de télécommunications sont bien développés et tu as peut-être depuis des années le même forfait téléphonique que tu paies 2 ou 3 fois le prix d'un forfait nouvelle génération. De plus, les forfaits sans engagement te permettent d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Fais en de même pour ton abonnement Internet fixe. Tu peux facilement économiser 250 à 300 € par an. Pas mal, non? Café ou boisson à emporter, acheter un café tous les matins peut représenter 60 à 120 € par mois selon l'endroit. Quand on dit café, boisson, snack, ça paraît anodin, mais dès qu'on met les chiffres sur la table, on réalise à quel point ça grignote le budget sans qu'on s'en rende compte. Voici ce que ça donne dans la vraie vie. Le café du matin. Prix moyen dans une boulangerie, 2 à 2,50 €. Prix dans un coffee shop type Starbucks, 3 à 4,50 €. Si tu en prends un tous les jours de la semaine, c'est version boulangerie, 44 à 55 € au mois. Version coffee shop, 66 à 99 € au mois. Et si tu rajoutes une viennoiserie à 1,40 € en moyenne, tu arrives très vite à 70 à 130 € au mois. Les boissons au plaisir de l'après-midi. Exemple, bubble tea, soda premium, smoothie. Prix moyen, 4 à 7 €. Même à raison de 2 fois par semaine, ça fait déjà 32 à 56 € au mois. Les petits snacks, pas grand-chose. Chips, barres chocolatées, petite pause gourmande. 1,50 à 3 € la pièce. À 3 fois par semaine, 18 à 36 € au mois. Addition très réaliste. Sans exagérer. Café du matin, environ 80 € au mois. Snack occasionnel, 25 € au mois. Petite boisson plaisir, 40 € au mois. Total ultra courant, 145 € par mois. Ça fait 1740 € par an. Juste pour des petites habitudes dont on ne se souvient même pas. Et je ne te parle même pas de ce que ces mêmes 145 € au mois auraient pu devenir en les plaçant à 5 ou 7%, mais ça, c'est un autre sujet. Livraison et repas à emporter, commander un soir ou 2 par semaine plutôt que cuisiner soi-même peut vite grimper à 50 ou 150 €. Si tu commandes 1 à 2 fois par semaine, voilà ce que ça donne avec des chiffres réalistes. Exemple 1, les petites commandes. Un repas plus livraison, 15 à 20 €. Une fois par semaine, 60 à 80 € par mois. 2 fois par semaine, 120 à 160 € par mois. Exemple 2, commande classique. Panier moyen sur les APPS, 20 à 30 €, plat plus frais plus pourboire. Une fois par semaine, 80 à 120 € par mois. 2 fois par semaine, 160 à 240 € par mois. Exemple 3, couple ou famille. 2 repas plus livraison, 30 à 45 €. Une fois par semaine, 120 à 180 € par mois. 2 fois par semaine, 240 à 360 € par mois. Quand tu mets ça en face du coût réel de cuisiner, souvent 3 à 6 € par personne, tu vois vite que la facture grimpe sans qu'on s'en rende compte. Petits achats impulsifs, gadgets, snacks, articles soldés mais inutiles. Individuellement, ça ne coûte pas cher, mais cumulé sur un mois, ça devient significatif. Frais bancaires, commissions ou retraits payants que l'on pourrait éviter en choisissant une offre adaptée. Crédit renouvelé ou achat fractionné, petit paiement mensuel pour des objets dont on n'a pas réellement besoin. Transformer cette somme en levier, formation, livres, matériel pour lancer un micro-business. Créer son premier actif, un petit business automatisé, une location simple, un service facturé quelques heures par semaine. Petit business automatisé. Vendre des produits numériques, e-books, guides, modèles, sur une plateforme en ligne. Lancer une boutique dropshipping avec un produit simple et une gestion minimale. Créer un abonnement mensuel pour un service ou un contenu exclusif. Location simple. Louer une chambre ou un appartement sur Airbnb ou une plateforme similaire. Mettre à disposition un objet peu utilisé, outils, matériel photo, trottinette, vélo, via des applis de location. Louer un parking ou un garage si tu en as à disposition. Service facturé quelques heures par semaine. Coaching ou consulting sur un domaine que tu maîtrises, quelques heures par semaine.
création de contenu, posts, newsletters, pour des petites entreprises. Cours particuliers ou ateliers en ligne, langue, musique, sport. Le premier actif ne rend pas riche. Mais il fracture la logique de pauvreté. 6. Quels actifs construire pour devenir libre financièrement? Une fois que le premier actif tourne, le reste devient plus simple. Et c'est là que la magie opère, ce ne sont pas les gros coups qui créent les riches. Ce sont les accumulations. Un petit revenu de 80 € ici. Un autre de 120 € là. Plus une activité qui rapporte 300 € par mois. En 3 à 5 ans, certains arrivent à doubler leur revenu mensuel sans changer d'emploi. Et à partir de ce moment-là, ils ne travaillent plus pour survivre, mais pour construire. La liberté financière ne tombe jamais du ciel. Elle se fabrique, morceau par morceau. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites commencer ton éducation financière, like et abonne-toi pour voir plus de contenu.